Alors, bonjour à tous et à toutes à nouveau. Bienvenue à cet atelier discussion, donc économie sociale plus financement participatif. Mon nom est Olivier Doyle, je suis directeur général au pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent, en bonne compagnie avec M. Charles Chateauvert. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es directeur de la ruche Montérégie, c'est bien ça? Exactement. Alors, on dit la ruche, mais on est organisé régionalement. Alors, moi, je suis à la barre de la Montérégie pour la ruche. Super. Puis comment ça fonctionne, justement, juste pour comprendre un peu, la ruche, c'est que vous avez un bureau coordonnateur provincial, puis vous avez des chapitres, si on veut, dans le fond, des installations ou des directeurs, dans le fond, de départements dans chacune des régions du Québec. Oui, on peut faire un peu une mise en contexte, là, dans le fond. Oui. La ruche a toujours eu une organisation très terrain d'abord. Alors, il y a à Québec la première ruche de toutes, c'est juste pour cette raison-là, le siège social. Mais pour refléter un peu dans le contexte dans lequel ça a été démarré, chaque ruche régionale est autonome dans ses opérations courantes. Donc, on travaille le plus possible avec le terrain pour s'assurer d'avoir une offre qui correspond aux besoins. Je ne veux pas aller super grand détail, mais ça veut dire essentiellement qu'il y a du personnel dans chaque région qui est chargé d'être là pour répondre aux questions, qui savent de quoi on parle. Quand quelqu'un dit je vis dans telle municipalité, bon, OK, ben, on a des réflexes aussi. On connaît les environnements, le reste de la matrice en soutien aux entrepreneurs. Et aussi, ça veut aussi dire qu'on a une offre qui est souvent distincte d'une région à l'autre. Donc, la Montérégie, ben, c'est énorme, là. La Montérégie, c'est C'est sûr que colossal. c'est pas petit, effectivement. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'ici, ben, on a une approche qui est pour tous les types d'environnements. On a des programmes qui sont là aussi pour les projets plus en milieu rural, comme urbain, comme la banlieue en général, dans toutes ses nuances. Donc, on a vraiment tout ça. Alors que j'ai des collègues, c'est sûr, qui sont dans un milieu plus ben, rural point ou urbain point aussi. Comme Montréal, c'est principalement l'île, là. Donc, voilà. C'est un peu comme ça qu'on est organisé. Génial. Ben, pour ma part, en fait, moi, je suis donc, c'est ça, à la direction d'un pôle d'économie sociale. Les pôles d'économie sociale sont des entités qui viennent, si on veut, réseauter et renforcer l'écosystème de l'économie sociale partout au Québec, en collaboration, puis évidemment en synchronisation avec le chantier d'économie sociale, pour ceux qui le connaissent peut-être, qui est l'entité principale provinciale qui réunit l'ensemble des acteurs en termes d'effets de levier pour ce modèle d'affaires-là. Donc, il y a 22 pôles d'économie sociale partout au Québec. La Montérégie, on vient d'en parler à l'instant. Justement, c'est une giga-région. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu le recensement pan-canadien, qui suivent un peu les données démographiques, la Montérégie va devenir la région la plus populeuse au Québec en 2021, selon le prochain recensement. Donc, va dépasser même la région de Montréal en termes de population. Et c'est une des raisons notamment pourquoi il y a 3 pôles d'économie sociale en Montérégie. Donc, nous couvrons la Montérégie-Ouest, la vallée du Haut-Saint-Laurent. Anciennement, il y avait une conférence régionale des élus avec 5 MRC de l'ouest de Montérégie. Donc, c'est la géolocalisation que nous avons sur le territoire. Et aujourd'hui, donc, c'est économie sociale et financement participatif. Donc, c'est une thématique assez intrigante parce qu'on va un peu parler d'économie sociale et justement de financement participatif. Il y a notamment la ruche, donc pour des outils de levier, notamment adressés principalement auprès de l'économie sociale. Et pour briser la glace un petit peu, justement, j'aimerais ça vous entretenir puis discuter avec vous un peu d'économie sociale pour tranquillement migrer justement vers en quoi le financement participatif veut être un outil puis un effet de levier précieux pour ce modèle d'affaires-là. J'aurais une question en commençant. D'après vous, au Québec, lorsqu'on prend l'écosystème au complet de l'économie sociale, quel pourcentage du PIB au Québec représente l'économie sociale? Je vous invite à écrire votre réponse dans la conversation. Quel Mais pourcentage, selon vous, que ça je vais me représente? risquer. Je vais me Vas-y, risquer moi-même. Check risque. bien ça. Vas-y, risque. Initie une réponse. Part un mouvement. Puis déjà, ça va vous montrer justement un peu peut-être en termes de proportion, qu'est-ce que ça représente ce modèle d'affaires-là si particulier. Je pense que j'étais un peu de post-daté, hein. Ouais. Post-daté. Alors, on a 30 25, 18, 35. Malheureusement, la bonne réponse était 10. C'est 10 de l'économie qui est en modèle d'affaires collectif.
Donc, ça représente évidemment tout l'ensemble des coopératives. On peut penser notamment à tout ce qui est coop maraîchère, tout ce qui est le mouvement justement de l'agriculture au Québec. Beaucoup de ces entreprises-là font partie de l'économie sociale. Dans les secteurs prioritaires qu'on peut retrouver également, il y a tous les soins de santé à domicile, notamment les ESSAD, les fameuses ESSAD qui ont parlé beaucoup au courant de la dernière, justement, de la dernière année, notamment les soins à domicile pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de services qui sont offerts en modèle collectif, en fait, auprès des collectivités. Il y a également tout ce qui est les ressourceries. Tout ce qui est magasin justement de seconde main en fait au Québec. Ça, c'est tout un autre volet également aussi dans ce domaine-là. Bref, il y a plusieurs types d'entreprises justement qui existent à ce niveau-là. Une des choses que je pourrais vous recommander d'ailleurs, si vous voulez aller voir c'est quoi le genre d'entreprise, notamment ici évidemment la thématique étant la Montérégie, en Montérégie-Ouest, vous pourriez aller sur le site du pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent. Je vais le rentrer tout de suite. Puis vous pourriez aller voir le répertoire des entreprises d'économie sociale. Ça va donner déjà un exemple d'entreprises, justement, qui existent sur le territoire. Donc, vous avez voilà, le lien dans le chat pour pouvoir aller le regarder plus tard de ce côté-là. Donc, une autre question que j'aurais pour vous. Combien d'emplois est-ce que ça représente au Québec l'économie sociale? Sachant qu'il y a une somme, combien qu'on est au recensement déjà? On est 9 millions de Québécois? 8,5? Ouais, un peu plus M. que Boileau semblait donner une réponse de son côté. 8,5, c'est ça, à peu près. Alors, selon vous, combien représente le nombre d'emplois? Sachant qu'évidemment, le taux de proportion de Québécois en activité est environ 55 à 60 donc en emploi, concrètement. Donc, ça peut représenter jusqu'à 4 millions à peu près de personnes. Donc, allez-y avec ce que vous pensez. Donc, on a 500 000, 1,2 million, qui dit mieux? Alors, ben, je peux y aller avec la réponse. À moins que Charles, tu veux te risquer pour une réponse, toi. Ah, 2 millions. Bon, ben, tu vois. Alors, selon les dernières statistiques, c'est 220 000 emplois qui sont considérés dans l'économie sociale. Mais pour un ratio de 10 de l'économie, c'est quand même assez prodigieux quand même en termes de rendement, de savoir que 10 de l'économie est représentée par 220 000 emplois. Et dernière question que je vais vous poser également, combien d'entreprises est-ce que ça représente au Québec? Oui, Geneviève, c'est important d'être des optimistes, effectivement, tout à fait. Et donc, combien d'entreprises est-ce qu'il existe au Québec en modèle économie sociale? Donc, le nombre. On cherche le nombre d'entreprises que ça peut représenter. Alors, on a pas mal de tout. 40 000, 4 500, 800, 50 000, 50 000. Alors, le chiffre magique, c'est 11 000 entreprises. Donc, dans les chiffres, encore une fois, donc on parle de 11 000 entreprises, 220 000 emplois pour 10 de l'économie, ce qui est environ 47 milliards à peu près, selon les dernières statistiques que j'ai. Alors, ces statistiques-là que je vous ai évoquées par rapport à ça, ça sont toutes retrouvées dans le portrait statistique de l'économie sociale produit par l'Institut de la statistique du Québec, daté du dernier recensement, mais publié en 2019, donc à la suite de l'analyse de l'ensemble des informations récoltées suite au dernier recensement. Il y aura évidemment un portrait qui sera mis à jour au courant des prochaines années, justement, qui sera mis en place pour mieux comprendre justement quelle est la portée de cet écosystème-là. Maintenant, pour y aller un peu plus, justement, directement sur l'économie sociale elle-même, bien, l'économie sociale, évidemment, c'est un modèle d'affaires qui est particulier. On s'entend que déjà au départ, économie et sociale, plusieurs personnes pourraient dire ben, ce n'est pas vraiment compatible. Comment est-ce qu'on peut être à la fois solidaire et avoir le modèle collectif à cœur tout en faisant de l'économie? Ben, en fait, c'est exactement ça. La plupart des entreprises d'économie sociale, ce que vous verrez d'elles, en fait, vous ne verrez pas vraiment de différence sur le plan extérieur d'une entreprise traditionnelle. Par exemple, des marchés en modèle collectif, des marchés fermiers qui sont modés, c'est pas un mot pantoute, sont organisés en modèle justement au BNL. Ben, c'est un marché en fait public. Donc, la seule chose, par contre, c'est qu'évidemment, les promoteurs de ce projet-là ne sont pas en mode, privé, donc pas en mode en recherche de profit, mais plus en modèle offrir justement un service citoyen, un service à la collectivité. Donc, le modèle d'affaires, essentiellement, est pas mal similaire à certains niveaux de ce côté-là avec l'entreprise traditionnelle. Donc, les produits, les services, tout ce qui est vendu par rapport à ça, tout ce qui est mis en place pourrait être comparable avec, justement, le modèle traditionnel. Par contre, la grosse différence, évidemment, c'est plusieurs aspects. D'abord, la vie démocratique dans les entreprises,
qui est un modèle justement d'affaires très porté sur la participation de la collectivité via les conseils d'administration, les assemblées générales annuelles. Donc, le modèle notamment OBNL, mais aussi coopératif, fait appel à ce principe-là de démocratie. Nous avons déjà une question. Madame Grenier, je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour. En fait, Bonjour. j'ai une question justement sur l'économie, les entreprises d'économie sociale. Est-ce que ce sont que des entreprises qui sont sous forme de coopérative ou d'OBNL, ou ça peut être une entreprise qui s'implique au niveau social de l'économie de la région ou du développement de la région, là? Selon la loi sur l'économie sociale, c'est une excellente question, en fait. Merci beaucoup de l'avoir posée. Je vous référerai, en fait, à la loi sur l'économie sociale. Il y a une loi en 2013 qui a été adoptée justement par le gouvernement du Québec pour mettre davantage d'explications sur quel est le concept, en fait, de l'économie sociale qui est accepté au niveau de la province. Évidemment, la définition d'économie sociale que j'utilise pour vous exposer tout ceci, elle est basée sur une définition québécoise. Au niveau du Canada, on va un petit peu moins loin sur la notion de la démocratie et justement la participation collective au sein des entreprises. Donc, de ce côté-là, on parle de social economy. Puis, dans le reste du Canada, justement, il y a cette notion-là qui est moins nuancée, en fait, à savoir l'entreprise dotée de propriétés strictement collectives sur le territoire. Dans le reste du Canada, oui, il y a le modèle des coops, mais le modèle de l'entreprise aussi peut être varié de ce côté-là. Il peut y avoir une entreprise sociale, qui est une autre distinction aussi, si on veut, juridique. L'entreprise sociale, en fait, c'est une entreprise Inc., mais qui a un volet avec une forte portée sur justement le développement de la collectivité, mais qui peut être des initiatives privées de ce côté-là. Alors ici, pour le principe de la cause, ce qu'on parle vraiment, c'est de l'entreprise d'économie sociale, donc l'entreprise en modèle OBNL, coopérative, les mutuelles aussi font partie de cet écosystème-là, mais on s'en retient vraiment à cette forme-là, donc la forme démocratique. Il y a plusieurs valeurs justement à l'intérieur de la loi qui définissent le concept de l'économie sociale, notamment la participation démocratique, aspiration à une vitalité économique. Donc, on ne parle pas non plus de charité, on n'inclut pas les fondations là-dedans. On parle vraiment de mettre en place un service, un produit ou un service qui va être socialement utile. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Merci, je suis vraiment contente d'entendre cette réponse-là. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est un concept qui est encore flou au Québec, on va s'entendre. Pour le commun des mortels, en fait, c'est surtout les initiés ou les personnes qui ont gravité autour de ça qui sont plus maîtrisants sur quelles sont les limites ou la bande de patinoire, où elle arrête un peu par rapport à l'économie sociale. Puis à ce niveau-là, ben, c'est justement ça. C'est qu'il y a une définition justement qui a été mise en place, enchâssée dans une loi pour un peu permettre de mieux comprendre quelles sont les limites par rapport à ce modèle d'affaires-là sur le plan juridique. Maintenant, par rapport à l'économie sociale, évidemment, j'ai fait beaucoup d'allusions justement à différents aspects, différentes choses pour essayer de tracer un peu justement le portrait robot, le portrait type d'entreprise d'économie sociale. Mais une des choses qui est très importante dans tout ça, c'est que quand on parle de modèle collectif, il n'y a pas de propriété privée. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour l'entreprise d'économie sociale. Comment est-ce qu'on fait pour développer un nouveau produit ou un nouveau service quand on n'a pas la capacité de pouvoir nous-mêmes, de façon privée, nécessairement injecter, autre par le don, d'injecter dans le fond dans une entreprise et de participer à son développement économique. Et c'est pour ça aujourd'hui, justement, qu'on parle de financement participatif avec Charles et la Ruche Québec, parce qu'il y a des effets de levier et des outils intéressants qu'on pourrait aller chercher, notamment avec le financement participatif. Et là-dessus, je vais laisser un peu la parole justement à Charles pour un peu nous parler de ça. Fait que Charles, je ne sais pas comment est-ce que tu voyais ça un peu qu'on aborde le sujet là, pour transiter, immigrer et montrer un peu justement les outils qui sont disponibles dans le financement participatif, notamment pour l'économie sociale. Bien, je vais commencer par ma propre question sondage. Sur une échelle de 1 à 10, les gens ici, à quel point vous sentez-vous familier avec l'idée du financement participatif? Vous pouvez aller écrire votre réponse dans le chat, comme ça on va pouvoir voir justement un peu Ça va surtout nous donner une idée. L'intelligence collective qu'on a à notre disposition et les gens un peu, où est-ce qu'ils se trouvent dans tout ça. OK. Parfait. Bon, j'ai une bonne idée. OK. Dans ce cas-ci, je vais vous définir un peu qu'est-ce que ça fait, puis où se situe la ruche par rapport au modèle, je veux dire, moyen, parce que chaque plateforme a sa façon particulière de faire les choses. Donc, le modèle, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, honnêtement. Passer une tasse sur le parvis de l'église pour recueillir de l'argent afin de construire la chette du fond du rang, c'est exactement la même dynamique. C'est qu'on fait comme ça contribuer les gens de son milieu pour des fois un projet collectif, dans ce cas-ci, ça va être beaucoup le propos d'aujourd'hui, en atteignant comme ça une grande somme. C'est le même concept, c'est juste que maintenant, l'outil qui est utilisé, c'est un site web et Internet. Donc, la portée est vraiment
décuplé, mais la mécanique est relativement la même. Alors, que ce soit la ruche ou une autre plateforme, l'idée est toujours d'avoir un site web qui permet de créer une page de campagne qui est l'équivalent d'une vitrine commerciale, d'un commerce heureux, c'est la même chose. Et là-dessus, il y a une présentation de ce que vous offrez. Comme ça, vous allez chercher des contributions des gens et ça vous permet d'atteindre un objectif financier que vous vous êtes déterminé au départ. Donc, souvent, ça correspond à un besoin spécifique. Là. Ça peut être une partie d'un projet ou ça peut être l'entièreté du projet. Ça dépend vraiment de plein de choses. C'est la mécanique de base. Ensuite, pour le financement participatif en général, il y a plusieurs règles d'opération, mais la majorité des plateformes fonctionnent avec une règle de l'objectif fixe. C'est-à-dire que si vous déterminez que votre projet a besoin de, je ne sais pas, là, 20 000 $, si vous n'atteignez pas 20 000 $, vous ne toucherez pas l'argent tout court. Okay, ça semble contraignant, mais c'est un mécanisme de protection. Alors, pour le contributeur, lui, il fait une promesse d'achat à la réussite du projet, parce que ce que vous dites, c'est « j'ai besoin de 20 000 ». Conséquemment, si vous n'atteignez pas 20 000, le projet ne va pas se réaliser. Donc, pour lui, c'est une protection. L'argent ne va jamais sortir de son compte et vous n'avez pas comme à le restituer à la pièce non plus. Et pour vous, si vous êtes la personne qui fait la promotion du projet, ben, vous n'avez pas non plus d'engagement à livrer quoi que ce soit avant la réussite de la campagne. Donc, ça, c'est la règle de l'objectif fixe. Il y a cependant des plateformes qui fonctionnent aussi avec l'objectif flexible. Là, c'est ce qu'on s'imagine être généralement les campagnes de type thermomètre. Là. C'est très fréquent dans le milieu philanthropique où on se dit, OK, l'objectif là, final, là, c'est sky's the limit. Là. 350 000 $ de guignolés dans ma petite localité. Et si j'atteins 100 000 $, ben, je garde mon 100 000 $. Donc, c'est essentiellement les deux règles générales pour les plateformes. À la ruche, en particulier, nous, on fonctionne dans une logique de contrepartie vraiment transactionnelle. On n'est pas dans le don. C'est quelque chose qui dit souvent dans le socio-financement, qui n'est pas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a pas dit ça encore. Mais le financement participatif, c'est comme la version 3.0 du socio-financement de 2008. Et nous, à la ruche, on ne fait pas dans le don. Donc, ce que vous offrez, c'est par exemple vos services, vos biens que vous faites, vos produits. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être offertes dans la campagne. Ensuite, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être de la visibilité, ça peut être des expériences. Il y a des gens sur les campagnes de la ruche qui viennent payer pour être bénévole 3 heures de temps. Il y a plein d'affaires flyées qui peuvent être faites. Et les contreparties, c'est extrêmement flexible, sauf que le contributeur obtient quelque chose. Ça, c'est très important comme distinction. Donc, généralement, c'est les deux seules vraies règles d'affaires, je dirais, à la ruche. Nous, au niveau, je n'ai pas précisé, mais à la ruche, au niveau de la règle de l'objectif fixe ou flexible, on fait les deux. Ça dépend vraiment de la circonstance. Mais la règle générale, c'est le fixe. À moins que vous preniez part à un programme sur la ruche qui permet l'autre volet. Mais disons que par défaut, c'est l'objectif fixe. Donc, les campagnes de financement participatif aujourd'hui ont vraiment beaucoup évolué. C'est sûr que l'objectif financier derrière ça, généralement, ça va servir à financer un élément de votre. Si vous financez une entreprise au complet, ça pourrait être juste le marketing, ça pourrait être juste la machine à café, ou ça pourrait être l'entièreté du lancement. Puis là, on a tout ce qui bouge, en fait, c'est l'ordre de grandeur de votre objectif à atteindre. Nous, on est une plateforme spécialisée vraiment dans ce genre d'opération-là, de lancement d'initiatives, de projets, de nouveaux commerces. Et on a développé toute une offre autour de ça. Au-delà de la campagne qui est faite dans la population pour aller chercher ces contributions-là, et de facto aussi, là, quand vous y pensez, c'est des futurs clients, c'est des futurs usagers, c'est des gens qui vont appuyer votre projet aussi parce que vous le faites en temps réel. C'est une étude de marché vivante aussi. Vous faites ça et en plus, on a ajouté, nous, des dimensions qui permettent de multiplier ces efforts, les retombées pour le même effort. Donc, à la ruche, on a tout un gros volet qui s'appelle le financement additionnel, au sens qui est additionnel à votre effort de campagne. Et ces programmes-là, ce sont souvent des organisations qui gèrent des fonds par eux-mêmes là, qui existent indépendamment de la ruche, là, en prêt, en subvention, en bourse, et qui, selon certaines conditions, souvent c'est juste réussissez votre campagne dans la population, vont vous préqualifier à des prêts ou des subventions. Alors, à la clé, ce qui arrive, c'est que si, je vais vous donner un exemple concret, là, le programme amiral, si on veut, de la ruche en ce moment, c'est le Fonds Mélian pour la jeunesse. C'est un fonds subventionnaire du gouvernement du Québec qui apparie l'objectif financier d'un promoteur, $1 pour $1 en bout de piste.
Donc, jusqu'à 100 000 $. Donc, quelqu'un qui fait une campagne de 25 000 pourrait se faire récompenser de son effort d'un autre 25 000 à la réussite de sa campagne. Et là, on parle de subvention, là. Il n'y a pas de passif. C'est vraiment de l'argent qui est octroyé. Et tout ça est préqualifié avec notre équipe avant qu'on pèse Go. Qu'on s'assure que vous respectiez toutes les conditions et les modalités du programme. Donc, il y a vraiment ici une façon de créer un tremplin. Et ce n'est pas parce que vous participez, par exemple, au FM1 de son petit nom, mais le Fonds 1001, que vous ne pouvez pas, par exemple, du même coup, être mis en relation avec Desjardins pour une commandite, avec un partenaire comme une MRC pour un autre fonds, que ce soit le FLI ou autre chose. Puis on peut, comme ça, d'un seul effort de financement, cumuler un montage qui, pour un effort raisonnable dans la communauté, va vous donner des rendements 2-3 fois supérieurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui, à la ruche, on est capable d'intégrer sur la plateforme tout ensemble. Et moi, ce que je trouve qui est la plus grande plus-value de faire une campagne comme ça, puis ça c'est vrai aussi pour pas juste la ruche, mais toutes les campagnes de ce type, c'est que c'est vous qui avez l'initiative du quand, comment vous allez le faire, à quelle hauteur, puis avec qui. Vous décidez complètement de tout ça. Vous n'êtes pas dans une dynamique de ouais, OK, appel à projet aux 3 mois, là, OK, ma date d'échéance, c'est tel moment, puis là, vous envoyez un formulaire, puis là, c'est comme on se croise les doigts, puis on attend la réponse. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment de l'accompagnement dynamique à travers toute l'initiative, du premier échange exploratoire où moi, je suis là, puis j'essaie de comprendre ce que vous faites, jusqu'à la conclusion des paiements. Donc, là, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit bien des affaires. Mais si vous avez des questions... C'est ça, peut-être reprendre des éléments clés de ce que tu as dit. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est le Fonds 1001 projet. Ça, c'est super intéressant. Donc, vraiment, pour justement montrer aux gens, décupler en fait la potentialité de leur projet de financement participatif. Il y a donc des subventions qui sont à la disposition de ces personnes-là pour venir accoter leur projet. Puis ça, c'est pour les jeunes. Donc, de quel âge à quel âge on parle, Charles, de ce côté-là? En passant, j'ai mis on a un microsite pour ça. Il est dans le chat. Oui, il est en bas dans le chat. Super. Donc, essentiellement, vite, là, le Fonds 1001 pour la jeunesse, son objectif, c'est tout projet qui touche un public principalement 15-29 ans et qui répond à un des 25 critères de la politique jeunesse québécoise 2030. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est facile de répondre à ce besoin-là. Peut déposer un projet pour être évalué dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais je vous inviterai à aller sur la page. Il y a une petite vidéo qui vous dit tout comment ça marche en 3 minutes. Puis après ça, si c'est quelque chose que vous voulez envisager, il y a toute la démarche aussi qui est inclue là. Voilà. Puis je me rappelle que dans nos conversations, je vois Célia qui a la main levée. Une question, oui, Célia? Oui. Vas-y, je pense qu'Olivier a gelé. Ben oui. On va en profiter pour parler, pour demander des choses pendant ce temps-là. Comme ça, on va être sûr qu'il va dire oui à tout. C'est ça. Pourquoi ça agit? C'est super. Bienvenue. Est-ce que tout le monde a été kické out? Non, on est là. OK, il y a juste moi. OK, désolé. c'est arrivé comme ça. Je change votre ami co-host au cas où. OK, oui, au cas où, hein, pour pas que la rencontre se ferme. Donc, la question, c'était, on parlait d'échelle tantôt, Montérégie, mais si on veut faire un projet local ou même hyper local, genre un quartier, comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces campagnes-là, on ne détermine pas pour le promoteur, ça c'est notre mot général pour la personne qui fait campagne, que ce soit une entreprise ou peu importe, ou une personne privée. Donc, pour le promoteur, c'est lui qui cerne les communications de sa campagne. Nous, évidemment, on a tout l'aspect technique, la page, on est là pour accompagner tout, les relations d'affaires. Mais quand vient le temps de la communiquer, cette campagne-là, il n'y a pas un moteur automatisé de promotion, là. Généralement, ce qui arrive, c'est que le promoteur va écrire dans ses communications Facebook, il se fait un plan de com, là, pour commencer, c'est sûr. Fait que si, mettons, on va dire, sa campagne est décidée que ça allait durer 6 semaines, mais nous, on va lui dire, OK, en 3 segments, là, à coup de 2 semaines, là, on va essayer de rejoindre les publics cibles auxquels vous voulez vous adresser. OK. Fait que là, on travaille la stratégie là-dessus. Fait que dans un projet local, on va dire, on va viser ça spécifiquement. Fait que là, on va tout adapter en fonction de ça. S'il y a du Facebook, on va parler, je prends une ville ici pas loin, au Longueuil-Lois, ça va être tourné vers eux. Si on veut faire intervenir de la publicité Facebook, évidemment, on va micro-cibler ça, ainsi de suite. Fait que,
essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en contrôle aussi de comment c'est communiqué. Donc, l'envergure du projet fait partie de ça. Vous pouvez plus cibler et tout. Et comment ça fonctionne généralement, la récolte de ces contributions-là, c'est la nature même du financement participatif. Puis là, peu importe la plateforme, là, c'est toujours la même chose. C'est la fameuse boule de neige qu'on pousse en bas de la côte. Alors, le Love Money d'abord, fait que c'est vos amis, la famille. Oui, oui, c'est votre tante qui va être les premières là, à payer. Puis là, ça grandit comme ça, connaissances, employés, et ainsi de suite vers l'étranger. C'est comme ça que les contributions s'effectuent pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens ne contribuent pas pour les mêmes raisons au départ. Souvent, les gens qui vous connaissent vont vous soutenir, peu importe ce que vous faites. Vous êtes vous. C'est tout ce qui est pertinent pour eux. C'est mon ami, c'est bon. Je donne 25, 50 $. Et plus on s'en va vers l'étranger, plus ça devient cérébral comme processus. Alors là, c'est ce que vous faites, comment vous le faites, les valeurs, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des approches différentes. Et ça fonctionne nécessairement, plus on se dirige vers l'étranger, plus ça fonctionne par réseau intégré. Donc là, j'ai-tu accès mon milieu de travail? Là, ce milieu de travail-là, y a-tu une association X qui est dans mon secteur d'activité? Est-ce que cet influenceur-là ou ce journaliste-là qui écrit toujours là-dessus serait intéressant à me rencontrer pour parler de mon projet? Donc, c'est vraiment par réseau comme ça. Ce n'est jamais, 88% du temps, c'est jamais avec de la communication dans le cyberespace que ça fonctionne. Ça peut arriver, là. Si vous passez à tout le monde en parle, félicitations, votre projet est réussi quasiment de facto. Mais d'habitude, on ne se rend pas nécessairement là d'emblée. Donc voilà. Donc, c'est vraiment toute une tactique ou toute une stratégie à mettre en place, si on résume, pour s'assurer d'aller chercher un maximum de contributeurs, puis qu'on ne peut pas nécessairement miser sur les grands médias pour faire ce travail. C'est la clé de voûte qu'il faut retenir. Fait, gardez vos sous en promotion plus pour du démarchage one-on-one ou avec justement un plus direct contact avec les personnes. Madame Grenier, allez-y, vous aviez une question? Oui, mais combien de temps doit durer une campagne de sociofinancement pour être optimale? Parce que j'imagine que tu ne roules pas ça pendant 6 mois. En fait, c'est ça. Il y a une limite maximale de 90 jours parce que l'Autorité des marchés financiers n'autorise pas un tiers, dans ce cas-ci la ruche, à retenir des informations de carte de crédit pour plus longtemps que ça. Okay? Fait qu'on ne peut pas garder ça quelque part sauvegardé. À un moment donné, il faut détruire ces données-là. Donc, les campagnes ont une durée maximale de 90 jours. Ça, c'est une chose. Mais évidemment, on n'a pas de durée minimale, là, mais une campagne en bas de 3 semaines, ça n'a un peu pas d'allure. Parce que le temps que vous fassiez comprendre et le communiquer correctement, ça prend au moins ça. Donc, moi, notre référence générale, là, c'est un 45-50 jours à peu près. Ça dépend évidemment du moment de l'année, à qui vous parlez, comment, vous êtes combien dans l'équipe. Puis ce qu'il faut vraiment considérer dans cette évaluation-là, c'est quoi vos ressources internes? Êtes-vous seul à gérer la campagne ou êtes-vous 3? Est-ce que vous avez des sous pour la promo? Est-ce que tous ces éléments-là jouent sur la durée? Et cette moyenne-là que je vous donne, c'est la moyenne sécuritaire. Si vous êtes plusieurs à gérer la campagne, ça veut dire que vous divisez le travail. Ça veut dire que vous pouvez faire, oui, plus longtemps, parce qu'un marathon sur 3 mois, c'est quand même long en passant, 3 mois. Là. Mais à plusieurs, c'est moins lourd. Puis vous vous gardez motivé. Mais inversement, ça veut dire qu'à plusieurs, on peut faire une campagne sprint aussi, plus courte. 21-30 jours, ça se fait. Les pros du sociofinancement qui font ça à tour de bras, ils ne jurent que par le 21 jours. Une semaine de hype, une semaine de momentum entre les deux, puis une semaine de dernier droit. That's it. Puis tout est préparé d'avance. Donc, moi, je dirais le spectre, c'est plus ça. Moi, généralement, avec les promoteurs, je fixe la durée des campagnes à la toute fin de l'accompagnement, juste avant la mise en ligne. Parce que là, on a travaillé tout le reste. C'est quoi l'objectif? C'est quoi les contreparties, donc ce que j'offre? Et en fonction de ça, on se donne le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. Moi, je préfère cette approche-là. Il ne faut pas que ce soit comme « Ah non, la falaise s'en vient. » C'est pas ça qu'il faut avoir comme effet pour le projet. C'est pas ça. En fait, nous, on attend juste de grimper la falaise. On est en bas et on attend. On est prêt à ça. C'est ça. C'est bon. Charles, pour faire un peu un lien avec justement la thématique d'aujourd'hui, notamment l'économie sociale, je me demandais qu'est-ce que tu aurais à ajouter par rapport à ça, plus pour la spécificité justement de notre BNL, une coopérative qui est plus en lien justement avec ses besoins financiers pour déployer tout ça. Fait que je te laisse aller pour nous jaser de ça un peu.
Si tu as Tout des à trucs, fait. astuces ou des conseils peut-être. J'ai sûrement des deux, mais voici généralement pourquoi le financement participatif est bien adapté au milieu de l'économie sociale. C'est que une campagne de financement participatif, c'est peut-être pas noir sur blanc dans les conditions d'utilisation et tout, mais c'est essentiellement un effort de mobilisation des communautés. C'est vraiment ça la plus-value parce que d'un même effort dans une campagne, ce qu'on fait, c'est bien sûr qu'on va aller chercher des sous, mais ça nous force à communiquer à un grand nombre de personnes, peut-être des gens qu'on ne connaît pas, ça nous force à réfléchir à notre offre, ça nous force à bien communiquer l'essence du projet parce qu'il y a une vidéo sur ces campagnes-là et c'est une bonne occasion de se faire connaître, de travailler son image de marque. C'est tout ça ensemble qui crée en même temps qu'il y a une étude de marché et tout, mais c'est aussi une façon de se positionner. Les gens réagissent très bien à des campagnes aussi qui sont capables de véhiculer ah, ben, nous, on a une approche démocratique, puis, tu sais, ça se voit visiblement parce qu'ils ne sont pas comme une personne à faire la vidéo. Il y a comme une gang qui travaille, puis on voit qu'il y a de l'action. Puis, fait que ça, cet effort-là aussi, pour l'économie sociale, devient vraiment tangible. C'est une bonne façon de le convier, de le communiquer, pardon. Et comme ça, on peut aussi prévendre ses services et tout. Et on peut s'adresser à tout type d'utilisateurs ou de contributeurs potentiels. C'est ça qui est le fun aussi. Parce qu'un projet comme ça, en économie sociale, on ne veut pas juste vendre son pain chaud. On veut aussi engager les gens et ça veut dire les institutions nécessairement du milieu. Fait que ça, on peut faire ça à travers une campagne de financement participatif. On peut avoir des contreparties pour l'individu, mais on peut aussi faire des contreparties qui visent les villes, qui visent les entreprises, qui visent le milieu, les autres organisations similaires. On peut créer toute cette offre-là qui, ensemble, signe pas mal la nature de l'entreprise que vous voulez mettre de l'avant. On peut tout faire ça ensemble. Puis l'effet de levier dont je parlais précédemment aussi, c'est particulièrement bien adapté parce que aller chercher ces sous-là, c'est pas facile. Puis, quelque chose dont les gens manquent aussi, c'est pas juste de l'argent, c'est du temps. Alors là, on concentre dans un même effort tout ça ensemble. On va chercher ces contacts-là, on va créer cet effet de levier-là qui, après la campagne, peut donner un essor encore plus grand. Parce que l'argument, c'est de dire ma communauté me soutient à hauteur de tant de centaines de personnes pour tant de milliers de dollars. J'ai aussi des partenaires qui m'ont donné des sous par le financement additionnel. Voici ma signature visuelle là, de ma vidéo et tout. Maintenant, après ça, on prend ça comme carte de visite. Puis on va voir des investissements Québec pour dire j'étais pas prêt avant, mais là, votre investissement d'250 000, voici ce que j'ai dans ma poche. C'est un engagement qui est beaucoup plus fort qu'avoir une caution d'un proche ou quelque chose de genre. Là. Puis, est-ce qu'il y a il y a des mesures particulières que vous avez à la ruche, notamment pour l'économie sociale, ou est-ce qu'il y a, par rapport aux fonds qui existent, notamment, on parlait du fonds Milliers et un projets, justement, qui existe, est-ce qu'il y avait d'autres outils comme ça qui viennent un peu aider, justement, ou propulser davantage ces campagnes-là? Merci, Olivier. On ne s'est pas préparé d'avance, moi, Olivier, en passant. Là. Non, on s'est donné quelques pistes, on s'est dit, on va jaser de ça, comme des voici 3-4 questions. Des bons improvisateurs, voici qu'il y a des questions, c'est ça. Mais ça m'amène à vous présenter quelque chose d'intéressant. À La Ruche, on a refait complètement notre site web au mois d'août parce que, que voulez-vous, avec le temps, les navires prennent l'eau quand ils ont des trous. Et il fallait se refaire un pot neuf. Et la nouvelle plateforme offre des façons différentes aussi de contribuer à votre projet. On peut le faire en argent, là, évidemment. Mais maintenant, sur La Ruche, on peut aussi créer des contreparties pour recevoir des contributions en ressources matérielles. Fait que, par exemple, vous partez un café, vous n'avez pas la hotte de cuisine, quelqu'un peut vous donner sa hotte de cuisine gratis. Fait que réutilisation des biens, économie circulaire. Peut vous le donner gratuitement ou à rabais, là, ça c'est possible aussi. L'équivalent est vrai aussi en expertise professionnelle. Donc, si vous avez besoin d'un avis juridique puis vous êtes comme j'ai de la misère à chiffrer ça vaut combien, bien, vous pourriez simplement le demander et puis estimer à peu près sa valeur. Puis là, Dieu sait que les avocats courent après le pro bono parce qu'ils sont obligés, par le barreau. Donc, il faut quand même qu'ils s'engagent avec vous sur certaines choses. Mais ça peut être ça peut être j'ai besoin d'un peintre pour faire ma clôture de mon centre de garde parce que là, la campagne va me permettre d'acheter de la peinture, mais là, il faut que quelqu'un le fasse, mais là, personne n'est capable vraiment de faire ça. Peu importe. Ces différentes façons de contribuer à des campagnes nous amènent vraiment ailleurs. On est vraiment dans une dynamique par tous les moyens possibles d'engager la communauté. Là.
Donc, comment dire, on dépasse les limites justement monétaires, de contributions monétaires, puis on offre davantage justement l'opportunité de s'engager dans le projet à différents degrés, différents niveaux, que ce soit en ressources matérielles ou que ça peut être du temps en ressources qui peut être offert de ce côté-là. Donc, ça, c'est l'innovation que vous avez apportée. Exactement. Génial. Ouais, ça, c'est un bel avantage. Les gens n'ont pas toutes les mêmes ressources à commettre des projets. Même s'ils sont en amour avec ce que vous faites, peut-être qu'ils sont serrés. C'est le cas cette année. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère aussi avec ce qui s'est passé. Mais ils peuvent avoir du temps, par exemple. Fait que là, ils vont peut-être vouloir vous aider autrement. Puis on a tous genre du stock à l'infini qui traîne quelque part dans notre maison qui sert peut-être moins, ou un garage avec des chaises qui ne servent plus à rien, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut remettre en circulation au bénéfice d'un projet d'un autre. Puis surtout, moi, ça m'évoque surtout la question notamment de l'engagement bénévole, parce que ça, c'est un enjeu, en fait, présentement, générationnel. On s'entend, les jeunes s'engagent moins ou s'engagent plus sur des mobilisations flash, des choses comme ça, plutôt que d'aller dans la durée, ils vont sur l'intensité, puis sur une cause qui les rejoint et tout ça. Donc ça peut être intéressant comme alternative aussi, pour quelqu'un qui veut aller chercher peut-être un peu de contribution aux ressources humaines. Il y a Célia qui a la main levée. Célia, je te laisse y aller. Je me demandais, parce que souvent, les campagnes de sociofinancement, on voit beaucoup de choses avec du matériel ou partir, démarrer quelque chose. Est-ce que tu as un exemple d'un organisme qui voudrait mettre sur pied des services, fait qu'il n'y aurait pas nécessairement rien de matériel ou de tangible? Puis, peux-tu me raconter un peu comment ça marche quand c'est plus des services? Oui, tout à fait. Ce que les gens font essentiellement, c'est, comment la page de campagne est construite, c'est qu'il y a la vidéo d'abord qui sert essentiellement à aider les gens à prendre la décision. Je vais-tu aider ou pas ce projet-là? Ensuite, les contreparties. Puis ça, c'est deux, je dirais, variables qu'on peut faire travailler en fonction de ça. Donc, dans la vidéo, ben, c'est le fun de le présenter, de se présenter soi-même parce qu'on incarne ce projet-là, puis ce qu'on veut faire. Fait que là, le nouveau service qui s'ajoute peut-être à quelque chose que vous faites déjà ou qui est juste carrément nouveau. Puis de faire démonstration à ce moment-là de qu'est-ce qui vous a mobilisé à faire ça, pourquoi vous voulez le faire, puis à quel problème on répond avec ça. Et dans les contreparties, bien là, on peut les mettre en évidence là, souvent succinctement, avec des points télégraphiques. C'est quoi mon service? Qu'est-ce que ça fait? Puis ainsi de suite. La démonstration de valeur, là, ça, c'est juste la page, là, puisqu'en plus, vous en parlez sur votre Facebook, là, vous pouvez le mettre en contexte, vous pouvez donner des exemples, il y a plein de choses possibles. Mais les services, dans le fond, c'est à vous d'évaluer la valeur de ce service-là sur la ruche. Moi, je recommande toujours aux gens de ne pas, la tendance, c'est de donner des rabais là, dans des campagnes comme ça, c'est de ne pas faire ça. C'est de le vendre au prix que vous le vendriez ailleurs, normalement. Même prix, mais si vous voulez donner un avantage à des personnes, peut-être pour attirer les curieux qui voulaient tenter peut-être l'expérience, la découverte, c'est d'offrir un privilège. C'est de dire, ben, dans ce cas-ci, on va faire une petite affaire de plus pour vous. Donc, généralement, c'est la bonne approche, mais que ce soit un service ou un bien, une contrepartie est une offre. Donc, ça peut être, je ne sais pas c'est quoi le service dont on parle, mais ça peut être vraiment un grand nombre de choses. Là. On peut toujours paramétrer ça dans le détail. On met une photo à l'appui. Dans les contreparties, on peut même mettre une vidéo qui est juste relative à cette contrepartie-là. Donc, on peut faire beaucoup de choses sur la ruche pour ça. Ouais. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, merci. Oui, super. Il y a l'ABC des hauts plateaux. Madame Leclerc, je vous laisse y aller. Oui. Mais en fait, moi, je sais, vous allez me répondre si on fait avec ça ou pas. C'est qu'on a une artiste connue du Québec qui nous donne une toile. Mais là, on pensait à la ruche pour dire on va faire une campagne de socio-financement avec ça pour un service qu'on veut absolument sauver dans notre cas, qu'on rend à la population. Mais je suis allée un peu naviguer, puis là, je me suis perdue. Là. Je me suis dit, c'est peut-être pas la place pour je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser une œuvre de cet artiste-là, puis dire, ben, biter dessus pour l'avoir, puis ça va aider notre... Ma réponse va être nuancée avec raison, c'est parce que il faut savoir que tout ce qui est tirage en camp, tout ça, c'est fortement encadré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Généralement, nous, on ne s'aventure pas là-dedans. Ce qu'on préfère recommander, puis il y a des promoteurs qui font des tirages pareils, là. C'est juste qu'il faut savoir que c'est leur responsabilité qui est engagée. Si on leur dit très clairement, sachez que techniquement, la régie pourrait XY vous chercher noise. Okay? Mais ce qu'on a souvent, c'est vous prenez cette œuvre-là puis vous la vendez direct. Ça, c'est un bien que vous possédez. Il n'y a rien qui vous empêche de la vendre à valeur franche là, sur la ruche. C'est une gratuité que vous avez reçue.
D'accord. Donc ça, c'est une possibilité qui est absolument sans problème. On a eu parfois sur la ruche une contrepartie tirage où les gens me donnaient un 10, par exemple. Le but, c'est d'avoir un très grand nombre de de contributions, pardon. Beaucoup de gens qui mettent un 10, puis d'aller chercher comme ça un petit montant. Mais c'est généralement pas la contrepartie vedette ni majeure de la campagne, d'habitude. OK. Donc, on pourrait la mettre comme en vente sur la Exact. ruche, mais avec un montant fixé de base? Ben oui, c'est ça. Fait que la valeur de ce que vous offrez, vous le déterminez complètement. C'est vraiment à votre discrétion. Là, c'est un peu difficile dans les œuvres d'art parce que, bon, moi-même, je n'ai pas tellement de références. Là. En fait, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de trucs et astuces pour les œuvres d'art, honnêtement. OK. Ouais. Non, mais elle, si, pour exemple, elle nous dit qu'elle vaut 2 000, mettons, ça peut être 10 000, je ne sais pas, mais si elle nous dit 2 000, là, c'est quoi que vous nous recommandez comme prix de départ pour Mettez-la à 2 000. 2 000 carrément? Puis, mais c'est ça que je ne comprends pas, excusez, là, c'est pour ça que je suis là. Madame Leclerc, vous avez aussi le modèle Encan silencieuse qui, selon moi, je pense qui irait mieux avec la façon dont vous voulez travailler avec ça. C'est quelque chose que les gens font justement, ils font des bêtes, comme vous dites, là, justement, pour savoir qui va remporter ce prix-là. Mais c'est vraiment fait sous forme d'encan silencieuse. Là, donc, c'est comme un peu du bouche à oreille, là, plus que du affiché. Si je peux rajouter au commentaire de Mme Grenier, la question fondamentale, c'est de savoir quel est votre objectif concrètement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez ramasser des sous en termes de dons? Est-ce que vous avez une contrepartie? Est-ce que vous vendez un produit ou service? Vous voulez développer un nouveau service, un nouveau volet? Ou est-ce que c'est purement juste pour essayer de, rentabiliser le don que vous avez reçu? Parce qu'à ce moment-là, c'est de se poser la question fondamentalement, est-ce que le financement participatif est vraiment la clé de voûte pour votre projet ou l'exercice que vous essayez de faire présentement? Mais une chose que je vous dirais, c'est que c'est certain que dans le cadre du webinaire, aujourd'hui, c'est plus une façon d'aborder de façon, si on veut, générale, en quoi est-ce que le financement participatif, notamment dans un projet d'économie sociale, peut justement se maximiser. Moi, ce que je vous recommanderais, ce serait peut-être de contacter soit Charles ou Charles va vous mettre en relation avec un conseiller de la ruche pour aller voir plus loin. Dans votre cas précis, peut-être qu'est-ce qui est possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. J'ai mis dans le chat un projet qu'on a eu récemment qui s'appelle Adélard. Et ils ont fait, eux, comment ils opèrent avec la ruche, c'est qu'annuellement, à place de faire une campagne de financement traditionnelle, je dirais, les gens viennent à un cocktail, puis c'est sûr, du fromage, ils font une campagne de financement participatif. Et dans cette campagne-là, ils offrent des œuvres, entre autres. Fait que ça vous donnerait un exemple là, pour voir un peu qu'est-ce qui existe. Super. Excusez-moi, j'ai été dérangée, là, mais j'ai compris le principe. Je vais aller voir aussi ce que... mais en fouillant, j'ai vu toutes sortes d'idées qu'on pourrait avoir avec du socio-financement. Alors, mais je me préoccupais particulièrement de cette idée-là, de l'œuvre qui va nous être donnée. Donc, merci pour les réponses. Ça fait plaisir. Mais ce que ça souligne aussi, c'est que sur la campagne, moi, je vise toujours avec les promoteurs à construire, je vais appeler ça l'offre, c'est-à-dire toutes les contreparties différentes, de façon à ce qu'il y ait une offre qui est vraiment complète. Parce que les gens vont venir soutenir votre projet et ils ne vont pas tout le faire pour la même raison. Ils vont le faire peut-être parce qu'ils veulent le bien spécifique. Ils vont peut-être le faire aussi simplement par conviction, parce qu'ils sont engagés par ce que vous faites. Donc, généralement, ça peut être une personne, ça peut être une institution, ça peut être une entreprise. Alors, souvent, une contrepartie est juste un élément parmi d'autres et on essaie comme ça de répondre au minimum à chacun de vos publics cibles prioritaires. Comme ça, on fait une contrepartie parfaite pour chacun de ces publics cibles-là. Puis après ça, on s'amuse. On ajoute du stock. On met des choses qui sont créatives, le fun, l'expérience. Moi, j'ai des affaires folles qui sont arrivées sur les... Là, quand je dis qu'on a du fun, là, moi, il y a une poule au Bas-Saint-Laurent qui porte mon nom, quelque part. Parce qu'il y avait une contrepartie qui était parrainer une poule. J'ai une personne, un ami, qui a acheté une contrepartie à la pizzeria Nina Pizza napolitaine à Québec. Et il est allé flipper de la pâte pendant 3 heures pour de la pizza, pour le kick. Puis évidemment, il est allé là avec ses amis. Il a payé pour ça. Là. Fait que ses amis sont venus le voir, c'est ça l'intelligence de la chose, puis ils ont mangé la pizza que lui-même a flippée. Y a-t-il quelqu'un ici qui flippe de la pâte dans son temps libre? Non. Mais ça donnait une belle expérience, le drôle pour lui. On peut vraiment faire des affaires super intéressantes
qui crée un buzz amusant, ça génère des liens de solidarité, veut pas, parce que derrière les entreprises, ben, c'est de l'humain. C'est ça qui engage aussi les gens. Et surtout pour un modèle, justement, un modèle collectif ou d'économie sociale, c'est encore plus encourageant, justement, de montrer quelle est l'implication peut-être citoyenne à l'intérieur du projet qui peut être mis là. Donc, la créativité par rapport à quel type de contrepartie aller chercher, c'est pas mal une des clés de voûte aussi qui va faire la différence dans votre projet. Moi, en tout cas, selon l'expérience, la brève expérience que j'ai vue de certains projets comme ça, de financement participatif, la contrepartie fait une grosse différence aussi des fois dans l'attirance de dire pourquoi je contribuerais plus à ce projet-là plutôt qu'à un autre aussi rendu là. Donc, écoutez, là-dessus, Charles, je ne sais pas, on est rendu 12h50. Moi, je laisserai peut-être la chance aux gens, s'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, commentaires, impressions, pour qu'on puisse tranquillement terminer vers maximum 1 heure à peu près. Donc, j'ai M. Trépanier qui a levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai eu une idée. Est-ce que c'est légalement possible pour une fondation ou un organisme de bienfaisance de collecter des fonds par le biais du sociofinancement participatif et d'émettre des reçus à des fins de charité dans l'impôt, déductibles d'impôt? C'est possible. C'est possible. Sur la ruche, on a la possibilité aussi de même afficher ça, qu'un reçu pour fin d'impôt va être émis, même un plancher minimal, parce que souvent, on n'émet pas de reçu pour moins de 20 $ par exemple. Oui. Donc, on peut faire ça sur la ruche. Oui, c'est quand même possible. C'est pas nécessairement, je dirais, notre pain et le beurre habituel, là, mais on peut le faire aussi. On a eu des campagnes. D'ailleurs, l'année passée, en termes d'exemple, parce qu'à cause de la situation de la pandémie, on a forgé une entente avec la Guignolée des médias pour faire des campagnes à grandeur du Québec, purement philanthropiques. Donc, on est capable de le faire aussi. Ouais. C'est parce qu'à cause de la pandémie, vu qu'il n'y a plus d'événements physiques, il y a beaucoup de fondations et d'organismes de bienfaisance qui ont moins collecté parce qu'ils sont très dépendants de collecte de fonds lors d'événements physiques. Mais est-ce que c'est une tendance ou c'est vraiment très rare? Ou est-ce qu'elles ont des réticences, les fondations? Non, on n'a pas d'utiliser financement participatif en général, mais la ruche, elle, n'est pas nécessairement la mieux paramétrée parce qu'on a l'objectif fixe. Les gens doivent se faire, puis on peut le travailler, là, on peut mettre un plancher très bas puis le dépasser, ça c'est correct. Mais généralement, ça c'est quelque chose qui pourrait faire hésiter les gens. Puis nous-mêmes, si la fondation est trop incertaine, on va les détourner vers quelque chose comme GoFundMe, qui fonctionne purement philanthropique. Il n'y a pas de frais de gestion fixe. Le frais de gestion lié comme un type, c'est comme un pourboire du contributeur. Donc, c'est des fois mieux adapté. Moi, je n'ai pas de problème à faire ça dans ce temps-là, si ça ne répond pas aux besoins. Donc, parce que la contrepartie est quand même un des éléments qui est assez, si on veut, important quand on parle vraiment de financement participatif. C'est ça. Alors, souvent, mais ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on va accompagner sans aucune hésitation. C'est toutes les campagnes du type Sauver les meubles. Ça a pris l'eau, le feu est passé dedans. Des crises. Oui, on va être là. Ouais. Okay. Parce qu'une fondation des fondations reçoivent des dons physiques, des biens et évaluent la valeur en argent et mettent des reçus à des fins d'impôt. Et est-ce qu'elle pourrait aller en sociofinancement avec les biens qu'elles reçoivent, comme madame là, avec son œuvre artistique? Ben, techniquement, oui. C'est légal. Je pense bien. Parce qu'une fois que le bien est reçu, oui. C'est une gratuité reçue, c'est un bien dont ils ont possession. Là. D'accord, merci. Il y avait M. Boileau. Moi, c'est simplement une suggestion. J'aimerais savoir d'où les gens participent aujourd'hui. Les gens viennent d'où? Moi, je suis de Châteauguay, région de Montréal. Très bien. Si on fait le tour, j'ai vu Mekinac, donc en Mauricie, si je ne me trompe pas. J'ai vu 2 de mes collègues de travail qui sont là, du pôle d'économie sociale. Allô? Il y a le Centre d'action bénévole Châteauguay aussi qui est là. Puis vous pouvez l'écrire dans le chat, évidemment, pour qu'on voit un peu la provenance pour le fun de ceux aussi que vous veniez aujourd'hui. Il y avait encore une main levée, Mme Leclerc. Ou sinon, M. Boileau, est-ce que vous avez une autre question? Ça fait le tour? Super. Madame Leclerc, est-ce que vous avez encore la main levée? Fait que je vais juste être sûr. J'ai oublié de l'enlever. Ah, OK. Pas de problème. C'est bien beau. Pas de problème. Bien, écoutez, il est 12h55. Moi, je terminerai ceci comme ceci. Alors, en vous invitant d'abord, premièrement, à considérer le modèle d'économie sociale si ce n'est pas déjà fait.
tout dépendamment de votre organisation, où est-ce qu'elle est rendue. Est-ce que vous avez déjà un projet d'entreprise qui est en cours de route ou est-ce que vous êtes déjà une entreprise existante et est-ce que vous envisagez peut-être de développer un produit ou un service marchand dans votre organisation? Puis à ce moment-là, le modèle collectif, c'est un modèle justement très intéressant qui peut être justement envisagé. Et à ce niveau-là, justement, pour vous donner un coup de pouce puis vous aider justement à initier ce projet-là, le financement participatif est à votre disposition pour vous aider justement à maximiser l'impact de ce que vous recherchez, notamment les jeunes. Les jeunes, on vous encourage, s'il y en a ici, là, il y en a quelques-uns, d'aller voir notamment sur la ruche le Fonds 1001 projet pour aller justement regarder de quelle façon maximiser les retombées de votre projet, puis d'aller chercher peut-être quelques sous complémentaires à votre grand objectif. Charles, je te laisse le dernier mot. Bien sûr. Alors, considérez-le. Souvent, le financement participatif est un facteur complémentaire à votre effort de financement. C'est correct. C'est comme ça qu'on est organisé et qu'on pense nous-mêmes dans l'entreprise. C'est pas vrai qu'on fait l'ensemble de tout ce qui est réalisé tout seul. C'est pas un guichet unique. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, à voir. Autre petite primeur que je vous annonce, mais qui n'est pas nécessairement affichée sur la ruche, un petit cookie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a un nouveau fonds aussi en appariement qui va apparaître sur la ruche, un peu comme le FM1, qui est le FMC+, faire moins, c'est plus. C'est une entente avec Recycle Québec qui va valoriser des projets qui visent la réduction des déchets à la source. Donc, qui ne se rendent même pas au recyclage, c'est-à-dire le réusage et la prévention des déchets. Si vous avez un projet qui a une composante de ça, que vous cherchez du financement, vous pourriez faire une campagne de financement participatif et obtenir des subventions à hauteur de 50 sous par dollar recueilli dans la population. Donc, voilà, un bonus de fin de rencontre. Un petit bonus de plus peut-être, mais c'est ma collègue Célia qui vient de me le rappeler. Merci beaucoup. On a un lab d'été justement au pôle d'économie sociale qui l'appel, dans le fond, termine demain. Donc, un lab d'été, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on offre, dans le fond, à des participants de venir concrétiser leur idée de projet collectif pour le propulser après ça, puis le mettre en action, puis le mettre en place. Alors, si jamais ça vous intéresse, s'il y a encore des personnes qui proviennent de la Montérégie-Ouest, évidemment, c'est plus réservé pour la Montérégie-Ouest. S'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter au pôle d'économie sociale. Vous pouvez nous écrire via notre site Internet. Les adresses sont disponibles. Oui, il y avait une dernière question. On va la prendre de Mme Grenier. Oui, en fait, c'est juste avec ce que Charles vient de mentionner. Dans le fond, est-ce que ce sont les projets qui ont une mentalité un peu d'écologie durable? Oui, par exemple, ça pourrait être ça. Ça peut être autant dans les modes de transformation que le produit lui-même. Parce que le produit, moi j'ai un projet, il fait des savons avec la drèche des microbrasseries. C'est même pas son déchet. Il prend les déchets des microbrasseurs, puis il en fait un nouveau produit. Mais c'est un détournement du dépotoir. Ça se qualifie pour le fond. Donc, c'est ça, ce genre de projet-là. Les épiceries zéro déchet, un autre excellent exemple. Puis nous, en fait, on est en Montérégie, là, on est à Saint-Stanislas de Cosca. Puis là, en fait, je veux savoir, quand on participe à la ruche, si, mettons, on veut aller chercher des collaborateurs, des partenariats, est-ce que vous avez des listes dans le fond ou des connaissances? Je t'explique un peu, là, c'est niaiseux. Là, nous, on est producteurs animaux. Okay? Nous, on veut récupérer la peau de nos animaux. Puis notre idée était d'aller rejoindre la communauté autochtone, d'aller chercher quelqu'un de la communauté autochtone pour faire la transformation de nos peaux. Ouais. Genre, est-ce que c'est possible, genre, qu'au travers de nos rencontres, vous puissiez nous référer des gens ou des entreprises qui ont un peu des liens ou les mêmes mentalités que nous pour travailler dans une collaboration ou un partenariat futur? Bien, moi, je propose je suis en train d'écrire ça d'ailleurs, qu'on fasse rencontre ensemble, on pourra faire le point là-dessus. Mais la ruche, nous, notre position, c'est nous ne sommes pas experts en accompagnement d'entreprise dans toute sa vie, je veux dire. Là. Ouais. On est vraiment de l'outil, sauf qu'on est organisé en lien et en collaboration avec ceux qui le sont, notamment, par exemple, le pôle d'économie sociale. Et là, on peut vous référer comme ça vers les gens qui peuvent vraiment vous donner la vue d'ensemble de tout ce qui est possible, puis vous mettre en relation avec des éléments clés comme ça. Excellent, merci. Puis si jamais votre projet est un modèle collectif, donc au BNL Coop, ce que vous visez concrètement, sinon, si c'est un modèle privé, il y a aussi toujours Accès Entreprise Bonus-Salaberry, qui est le centre public, si on veut, d'information d'entrepreneuriat. Vous pourriez les contacter et voir avec eux autres, peut-être en termes de conseillers. C'est un service public d'accès. C'est le fameux réseau des CLD, en fait, qui a été rebrandé avec Accès Entreprise. C'est un nouveau service pan-québécois maintenant.
pour l'information de première ligne. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Sinon, contactez-moi, puis je vous mets en lien avec ça. Il y a Célia qui veut dire quelque chose en C'est terminant. possible de rentrer dans le lab d'été, peu importe le modèle que vous allez faire, parce que dans le fond, nous, on prend l'idée de projet en ce moment. Fait que dans le fond, exactement pour ce que tu viens de dire, là, aider à développer le partenariat, nous, on peut t'aider puis t'accompagner dans le cadre de nos ateliers. Il y a un atelier qui est vraiment là-dessus. On ne va pas te mettre en contact, mais on va te montrer comment faire, par exemple, pour développer ce contact-là dans le cadre de nos ateliers. Fait que si ça tente de m'appeler cet après-midi, là, je vais pouvoir tout t'expliquer ça. Ça me fait plaisir. Super. Alors, c'est la fin. Alors, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la dernière minute. Donc, merci Charles. Bien aimé ça. Super belle discussion. On va prendre ça l'année prochaine. Une fois par année. Pour les 4 prochaines années, ça te va? Ah, écoute, j'ai signé un contrat à long terme. Là. C'est bon. Okay, on va faire un Marc Bergevin de nous, puis on va te signer à long terme avec nous pour reparler encore de financement participatif d'économie sociale. Alors, sur ce, bonne fin de dîner s'il est déjà terminé. Alors, on se reparle une autre fois. Merci beaucoup. Bonne fin de canne.